À la une de l'actualité internationale, la Tunisie réussit sa transition démocratique. Plus de 60% des inscrits ont participé hier aux élections législatives. Les Tunisiens qui attendent les résultats officiels. Le grand parti laïque Nida Tounes devrait devancer la formation Ennahda. Le parti islamiste reconnaît sa défaite. Une victoire sans éclat pour Dilma Rousseff. La présidente brésilienne est réélue pour 4 ans, mais le pays sort divisé d'une campagne très dure. Une élection qui a mis en lumière la corruption et les problèmes économiques du pays. Et puis le gouvernement israélien accélère la colonisation à Jérusalem-Est. 1000 nouveaux logements prévus. C'est pourtant dans cette partie de la ville que les tensions sont les plus fortes. La nuit dernière, de jeunes Palestiniens ont à nouveau affronté les forces de l'ordre. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24, merci d'être avec nous. Le temps de l'attente donc pour les Tunisiens, l'attente des résultats officiels. Hier, plus de 3 millions de personnes se sont déplacées pour choisir les 217 députés qui formeront la nouvelle Assemblée. Une transition démocratique en bonne voie, presque 4 ans après la chute de Ben Ali. James André, bonjour, on va décrypter avec vous les premières informations que l'on a sur ce scrutin. Quels sont d'ailleurs les premiers enseignements que l'on peut tirer avec les tout premiers chiffres qui nous sont arrivés ? Alors, la dernière information qui est tombée il y a quelques minutes, c'est que Ziad Lahdari, qui est le porte-parole du parti Ennahda, donc du parti islamiste qui était au pouvoir jusqu'à maintenant, reconnaît que la formation est arrivée deuxième. Il se base sur le décompte qui a été fait par les observateurs d'Ennahda au moment du dépouillement des scrutins. Maintenant, on n'a toujours pas de chiffre officiel, mais bon, assez clairement, il y a des premières projections qui sont sorties. On parle donc de Nida Tounes, qui est donc la formation laïque, emmenée notamment par un certain nombre d'anciens du régime de Ben Ali, d'hommes qui faisaient partie du système Ben Ali, mais qui ont été considérés comme n'ayant pas de sang sur les mains ou n'ayant pas été corrompus, qui arrive en tête avec environ 80 sièges, une fois de plus, toujours pas de chiffre officiel. Et puis Nada arriverait deuxième avec environ 70 sièges. Donc on se retrouve avec un parlement bipolarisé, avec d'une part une formation plutôt islamiste et d'autre part un parti qui arrive en tête et qui est lui plutôt laïque. Et c'est ça la vraie bipolarisation de cet échiquier politique tunisien aujourd'hui, sachant qu'aucun des deux partis n'a une majorité suffisante pour gouverner seul. Donc de toute façon, il y aura un jeu de coalition et finalement, c'est un peu un miroir malgré tout de la société tunisienne qui se retrouve au Parlement. Si effectivement ces résultats sont confirmés, mais enfin on y va très clairement. Et cela est plutôt bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la politique tunisienne. Alors justement, est-ce qu'on peut déjà parler d'une réussite de la transition démocratique tunisienne ? Écoutez, les premiers éléments le laissent à penser, comme je le disais à l'instant. Donc un Parlement qui finalement, il n'y a pas de majorité très nette ou très exagérée qui se dégage. Donc clairement, un vote qui s'est plutôt bien déroulé. D'ailleurs, les observateurs envoyés par l'Union européenne ont commencé à dire que pour l'instant, à part quelques problèmes techniques qu'on aurait pu avoir dans n'importe quel pays, le vote s'est déroulé de manière plutôt sereine, calme, dans de bonnes conditions. Il faut voir qu'il y avait quand même des craintes au niveau de la sécurité. 80 000 policiers avaient été mobilisés pour s'assurer de la sécurité de cette élection. Après, il y a le taux de participation qui lui est officiel, un peu moins de 62%, 61,8%. C'est un bon taux de participation, c'est plus que lors de la précédente élection de l'Assemblée constituante en octobre 2011, mais en réalité, moins de Tunisiens ont voté cette fois-ci que la fois dernière, parce qu'il y avait plus d'électeurs inscrits. Donc, on parle de environ 3,1 millions d'électeurs qui auraient voté dans cette élection. Comme je le dis, c'est moins que la dernière fois. Malgré tout, la presse et les observateurs tunisiens considèrent que c'est un bon score. Maintenant, si la transition, c'est effectivement a priori, on s'oriente clairement vers un succès de cette transition démocratique. Et c'est d'ailleurs le seul pays du printemps arabe qui soit arrivé à ce résultat. Maintenant, les problèmes de la Tunisie sont loin d'être réglés. C'est d'ailleurs ce qui explique ce nombre d'électeurs un petit peu moindre. La crise économique est toujours là et les problèmes sécuritaires sont toujours bien là, eux aussi. Ouais, cette assemblée aura bien du travail devant elle. Merci beaucoup, James. Autre scrutin, hier en Ukraine, le camp pro-occidental y a remporté une très large victoire, une victoire personnelle aussi pour le président Petro Poroshenko, conforté dans sa stratégie de dialogue avec les séparatistes pro-russes. Moscou voit d'ailleurs dans ces résultats une chance pour la paix. Inès Olagaray. 5 mois après son élection, Petro Poroshenko reste l'homme fort de l'Ukraine. D'après les premiers sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, la liste du président recueille 23% des suffrages. En tout, 70% des voix sont allées aux 5 mouvements pro-occidentaux. Plus de 3/4 des électeurs ayant participé au vote ont soutenu de façon puissante et irréversible l'orientation de l'Ukraine vers l'Europe.
Hier encore, je vous demandais de voter pour une majorité démocratique, réformiste, pro-ukrainienne et pro-européenne. Je vous remercie de m'avoir écouté. La formation de Petro Porochenko est suivie de près par le Front populaire du Premier ministre, qui remporte 21% des voix. Le parti Samopomich, composé de jeunes militants et de combattants revenus de l'Est, a lui créé la surprise en arrivant en 3e position. D'autres partis pro-européens, comme celui de l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, ont eu moins de succès, avec seulement 6% des suffrages. Les alliés du président Porochenko sont catégoriques, les liens avec Bruxelles sont désormais plus forts que jamais. Je suis sûr que les choix de l'Ukraine n'ont pas changé. Ils sont toujours pro-européens. Et les documents pour préparer des accords avec l'Europe sont prêts à être signés. Le bloc d'opposition, qui regroupe plusieurs figures de l'ancien parti des régions du président déchu Viktor Yanukovych, a obtenu près de 8% des voix et parvient lui aussi à entrer au Parlement. Pour ce scrutin très attendu, le taux de participation s'est révélé plutôt faible, à peine 53%. Les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont boycotté le vote. Elles tiendront leurs propres élections le 2 novembre prochain. Une réélection de justesse et de nombreux défis. La tâche ne sera pas simple pour Dilma Rousseff. La présidente brésilienne va entamer un second mandat après sa victoire hier avec un peu plus de 51% des voix à la présidentielle. Mais elle doit désormais diriger un pays divisé et dont l'économie a nettement ralenti. Réélue de justesse. Au coude à coude avec son adversaire pendant toute sa campagne, Dilma Rousseff repart pour 4 ans à la tête du Brésil et promet de mieux faire pour ce nouveau mandat. Je veux être une bien meilleure présidente que celle que j'ai été jusqu'à présent. Cette présidente est ouverte au dialogue. Et c'est le premier engagement que je prends pour mon second mandat. Le dialogue. Dilma Rousseff se dit prête à tendre la main à ses opposants, car les résultats de cette élection ont montré un Brésil coupé en deux. Le Nord, acquis à la présidente, et le Sud, qui a voté majoritairement pour le candidat de centre-droit. Aécio Neves, lui, a reconnu sa défaite et a appelé sa rivale à combattre en priorité la corruption.